Continentale sera examinée par la Commission de l'Union africaine lors du 28e sommet qui se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie du 22 au 31 janvier 2017. En attendant que sa réintégration soit validée ou non par un vote au sein de la Commission de l'Union africaine, le Maroc continue de mener son offensive diplomatique à travers le continent africain. Naïma Korchi, quel est le principal enjeu de cette réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine? C'est la question du Sahara occidental? Avant, j'aimerais d'abord préciser que le Maroc a été parmi les pays fondateurs, même les pays initiateurs de cette organisation africaine. Parce que souvenez-vous, dans les années 60, Hassan II, avec quelques chefs d'État africains, mais surtout le Hassan II, étaient les plus actifs pour construire une organisation régionale sur le modèle de la communauté économique européenne. Et à l'époque aussi, cette nouvelle organisation avait fait comme principe de base le principe de l'intangibilité des frontières, parce que pour éviter des conflits. Alors qu'Hassan II n'était pas vraiment pour, en disant, parce qu'on a toujours le problème de deux villes au nord du Maroc, Ceuta et Melilla, qui ne sont pas encore récupérées, donc on ne voulait pas ce principe-là. Mais le Maroc a quand même été membre de cette organisation. Et 20 ans après, cette organisation bafoue ce principe d'intangibilité en reconnaissant un État autoproclamé, la République sahraoui, alors qu'elle n'est pas reconnue par la communauté internationale. Donc moi, en tant que juriste international, il y a ici une illégalité juridique de droit international, parce qu'on ne peut pas reconnaître un État qui n'est pas reconnu par le système onusien, d'autant plus qu'il y a ce conflit est sous l'égide de règlement des Nations Unies. Donc l'Union, parce que si on prend l'exemple par exemple de comparaison, si l'Union européenne est aujourd'hui forte, alors qu'il y a de nombreux cas de séparatisme au sein de l'Union européenne, en Espagne, même en France, dans tous les pays européens, il n'y a pas un pays qui n'a pas un phénomène de séparatisme. Mais l'Union européenne n'a jamais été jusqu'à reconnaître un État à l'intérieur d'un État. Et c'est pour ça que l'Union européenne est forte. Mais l'Union africaine, depuis 2002, en admettant son rang un mouvement séparatiste et en l'autoproclamant État, elle-même déjà se met dans l'illégalité internationale. Donc alors pourquoi le Maroc revient alors, si c'est toujours illégal? Et pourtant le Maroc, parce que même, il ne faut pas croire qu'on dit le Maroc et l'Union africaine. Le Maroc n'a jamais vraiment coupé les liens avec l'Union africaine, parce que l'Union africaine, ce sont des États. Et le Maroc, même en étant absent, et pour des raisons légitimes de l'organisation, a maintenu quand même une coopération avec plusieurs États. Sa Majesté le roi Mohamed VI a effectué depuis le début de son règne une quarantaine de visites dans les États africains. Il y a le Maroc qui est le deuxième investisseur sur le continent africain. Donc en fait ce changement c'est l'aboutissement en fait de toute cette diplomatie là qui fait que maintenant le Maroc veut être dans les institutions africaines. Et je dirais pas que c'est le Maroc qui a intérêt à venir au sein de l'Union africaine, c'est l'Union africaine qui a tout intérêt à avoir un leader comme le Maroc, parce que si l'Union européenne est forte, c'est parce qu'elle a des poids lourds de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, et le Maroc maintenant, comme on l'a vu dans votre reportage, c'est un leader. Donc si l'Union africaine veut être un partenaire et une force d'action comme les autres institutions internationales, elle se doit d'avoir en son sein des pays forts comme le Maroc. Amedine Kane, vous comprenez le retour du Maroc à ce moment, en ce moment? Un retour normal, si on peut dire, mais bon, il faudra dire quand même qu'il y a la réelle politique, comme l'avait dit Bismarck. Le Maroc est parti par lui-même. Oui. La reconnaissance de la RASD, c'était un fait que l'Afrique pouvait endosser. Ça, c'est un fait historique. Parce que la RASD, c'était un territoire qui a été conquis par l'Espagne. Mais c'est un territoire qui se trouve entre la Mauritanie et le Maroc. D'ailleurs, en 1976, c'est les deux États qui ont combattu la RASD. Mais quand Mme Korchi parle de l'intangibilité des frontières... Oui, l'intangibilité des frontières, quand elle parle de ça, effectivement, donc le Maroc ne devait pas prétendre à cette partie, à cette entité. Attendez, je suis mauritanien, je connais bien cette problématique. Donc, le Maroc ne devait pas prétendre à ça, elle devait se fixer sur son territoire. Parce que si vous regardez historiquement parlant, ceux qui sont dans ce bout de territoire, ils sont beaucoup plus proches des Mauritaniens que des Marocains, parce qu'ils parlent le Hassania. Ils parlent le Hassania, et puis quand c'est des tribus Rigaybat, quand on leur dit quelle est la partie la plus proche de chez vous, ils vont dire que nous sommes plutôt Mauritaniens, vous comprenez? Et puis cause pour laquelle d'ailleurs la Mauritanie avait fait en son temps justement une erreur historique en soutenant le Maroc pour la conquête du territoire sahraoui. Parce que ça ne devait pas se faire entre le Maroc et la Mauritanie, il y a eu toujours un problème. Le Maroc n'a reconnu la Mauritanie qu'en 1973.
Le premier pays à soutenir l'indépendance de la Mauritanie, c'est le Sénégal. Et puis vous avez entendu ces jours derniers, qu'est-ce qu'a dit le secrétaire général de l'Istiqlal, le puissant parti marocain. Il a dit que la frontière marocaine ne s'arrête qu'à la rive du Sénégal. Qu'à la rive du Sénégal, vous comprenez? Alors que si vous voulez parler d'intangibilité des frontières, vous voulez avoir des relations économiques et plus diplomatiques avec toute l'Afrique. Il s'est excusé également. Mais c'est un rebond, parce qu'ils n'ont reconnu la Mauritanie qu'en 73, le Maroc. On a reconnu la Mauritanie qu'en 73. Oui, le grand malheur, comme l'avait dit Hassan II du Maroc, c'est que nous avons eu plusieurs colonisateurs. On a eu la France, les Français sont partis en 56, et après les Espagnols ont refusé de quitter ce territoire parce qu'ils disaient c'était une terra nullius. Donc le Maroc a été même à l'initiative d'avoir été aux Nations Unies. Il y a eu l'avis de la Cour de justice d'octobre 75 qui disait qu'il y avait des liens de souveraineté entre les tribus qui sont dans cette région et le sultan du Maroc. Donc, et suite à ça, on a eu la marche verte et la récupération des provinces du Sud. Et le fait qu'on parle hassaniya, mais en nord, on parle berbère, et c'est pas pour ça qu'on a des États indépendants. Le Maroc est une multitude, une diversité culturelle, mais le Sahara a toujours été marocain avant même l'arrivée des Espagnols. Et donc, c'est juste parce que l'Espagne a refusé de partir, et donc l'Espagne n'a pas décolonisé comme elle aurait dû le faire, comme les Français l'ont fait. Donc, ce qui fait que la situation était compliquée. Mais ce n'est pas parce qu'ils parlent le hassaniya que forcément c'est un État. Le Sahara est marocain, il l'a été avant bien l'arrivée des Espagnols. Les Espagnols sont restés 100 ans, mais on a des documents juridiques, on a des documents historiques qui prouvent que ce territoire appartenait au Maroc bien avant l'arrivée des Espagnols. Et d'ailleurs, le Maroc, dans le règlement, il y a un règlement onusien, mais dans la gestion même de cette crise, parce que maintenant, depuis 91, il n'y a plus de conflits armés, dans sa gestion, en 2007, il a proposé un plan d'autonomie qui accorde une large autonomie aux régions, enfin à toutes les régions, mais surtout aux régions du Sud, pour justement avoir une meilleure prise, qu'ils prennent en charge, c'est-à-dire la culture hassani, mais à l'intérieur évidemment du Maroc, parce que ce territoire a toujours été, et il suffit de regarder l'histoire, à l'intérieur du territoire marocain. Ahmedine Khan, le Maroc va peut-être demander l'expulsion de la République sahraoui, de l'Union justement, africaine. ils sont revenus là-dessus. Ils ont dit qu'ils ne vont pas demander, parce que s'ils demandent, je crois qu'ils ne pourront pas intégrer le 27 janvier. Ils sont revenus là-dessus pour dire qu'ils veulent réintégrer l'Union africaine sans pour autant demander l'exclusion de la RASD. Et puis, à part ça, de toute façon, entre le Maroc et la Mauritanie, je reviens un peu là-dessus, parce que ceux qui ont colonisé, ceux qui ont été à la conquête de l'Andalousie espagnole, l'Andalousie, c'est les Mauritaniens, ils sont partis d'Azougui. Et puis c'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. C'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. Donc il y a eu toujours des tentatives entre le Maroc et l'Algérie. Et puis l'empire du Ghana a existé depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. L'empire du Ghana, c'est elle qui est devenue l'actuelle Mauritanie. Les Gnawa qui sont au Maroc maintenant, qu'on les appelle Gnawa, ils viennent de l'empire du Ghana. L'empire du Ghana, c'est l'actuelle Mauritanie. C'est l'actuelle Mauritanie, cause pour laquelle on les appelle les Gnawa. Les Gnawa, beaucoup de Marocains aussi ne le savent pas. Et puis beaucoup de... On le sait très bien, les racines africaines du Maroc. Voilà, mais donc ils viennent de la Mauritanie, les Gnawa viennent de la Mauritanie, de l'Empire du Ghana. Le Maroc est africain, il y a justement plusieurs, notamment les Gnawa, mais les racines africaines sont présentes et sont séculaires. Je crois que le débat est très passionné et donc en fait c'est la preuve que cette réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine n'est pas encore véritablement jouée, ou alors je pense que ça va se faire moi, mais en même temps la seule chose que je souhaite, je vais pas revenir sur ce qui a été dit parce que c'est vrai que le Maroc revendique ce territoire. Après moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi il n'y a pas eu ce qu'on appelle le principe d'autodétermination, un référendum. Mais le Maroc respecte. Ça a été proposé quand même, et jusqu'à présent, attendez, je termine. Jusqu'à présent, ça s'est pas fait parce qu'on a évoqué, il y a eu le plan de 90 ou 91, on a évoqué les déplacements de population parce que c'est des populations nomades qu'on peut pas rassembler pour faire, voilà. Et je pense que si l'Union africaine avait reconnu ce territoire, la RASD, c'est aussi sur ce principe d'autodétermination. Je pense qu'on pouvait juste poser la question à ses habitants, est-ce que vous êtes marocain, oui ou non? Bon, maintenant, je pense que aujourd'hui, la question n'est plus là. Bon, il faut reconnaître également que la RASD a quand même perdu un certain nombre de soutiens. Maintenant, moi, ce que je souhaite
la seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est que la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine ne vienne pas jouer les troubles faits. Parce que il y a quelque chose qui va se jouer entre l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, on vient de le dire, etc. Je souhaite qu'aujourd'hui, on est dans une construction africaine qui avance véritablement. Jusque-là, sans le Maroc, il y aura une donnée nouvelle. Il ne faut pas que cette donnée nouvelle vienne saper les efforts de construction qui sont faits. Je pense que ce n'est pas le but du Maroc, mais il faudra y veiller. Alors, Naïma Kanché, un mot très rapide, s'il vous plaît. Vous savez, moi, sur ce dossier, je le connais très bien parce que j'ai été nommée, j'ai travaillé au sein des Nations Unies, au HCR, et j'étais allée à Lyon. Donc, j'ai suivi ce dossier pendant plusieurs années. Le Maroc a fait preuve de bonne volonté en proposant, en accompagnant les Nations Unies. Qu'est-ce que vous appelez le principe d'autodétermination? C'est de consulter les populations. Le Maroc, depuis la récupération des Espagnols de ces territoires, n'a fait qu'associer les populations locales, notamment à travers le CORCAS, qui est un organisme qui regroupe toutes les tribus de la région pour justement décider. Et c'est en accord justement avec le CORCAS qu'ils ont proposé, que le Maroc a proposé le plan d'autonomie. Alors du côté marocain, les populations sont associées. Les dernières élections marocaines, les populations du Sud ont été les plus importantes à voter. On a par exemple le président de région des provinces du Sud sont issus des tribus, c'est-à-dire locales. Donc il y a vraiment une démocratie. Les populations sont consultées à chaque fois qu'ils sont consultés sur une question. Par contre, du côté, et là j'étais au HCR, je peux vous dire par exemple du côté de Tindouf, c'est le blocus total, c'est là où le principe d'autodétermination n'est pas du tout appliqué du côté de Tindouf parce que les populations ne sont pas consultées. Donc ils disent principe d'autodétermination, mais le Maroc a toujours respecté la consultation. C'est ce que Fala dit. Il ne faudra pas que les Africains acceptent de se diviser à cause du Maroc ou bien pour par exemple, une quelconque prise de position pour l'un ou pour l'autre. Parce que le Maroc doit se réconcilier avec ses voisins, la Mauritanie et puis le puissant voisin algérien. Ça, si on ne se réconcilie pas avec ses voisins, il faut savoir qu'il y aura anguille sous roche et tôt ou tard, et puis les peuples, on ne peut pas les brimer. Tôt ou tard, il faudra régler ce problème diplomatiquement parce que tôt ou tard, les peuples se réveillent. Donc ça, il faudra que les Africains le sachent et puis qu'on mette un point là-dessus.